Alors aujourd'hui, on va voir l'algorithme d'Euclide. Alors l'algorithme d'Euclide, tel que il est important de le comprendre avec un peu de recul. D'abord, qu'est-ce que c'est? C'est la donnée, on se donne au départ A et B, deux entiers strictement positifs, on suppose que A est supérieur ou égal à B, on va poser R0 égale A, R1 égale B, et ensuite on construit notre récurrence, c'est-à-dire que on va diviser euclidiennement A par B, et on va avoir un reste, puis B par le reste, etc. C'est-à-dire que on va avoir un RK, d'accord, qui sera le reste de la division de RK-2 par RK-1, c'est pour ça que je l'écris comme ça en passant de l'autre côté, et QK-1 qui va être le quotient. Et RK, forcément, puisque c'est un reste, il est compris strictement plus petit que RK-1 est positif ou nul, et on prend le n max tel que Rn est différent de 0. À ce moment-là, l'algorithme d'Euclide nous donne deux choses. D'abord, ce Rn qui est différent de 0, qui va être le PGCD de A et B, et une identité de Bezout, UA plus VB égale Rn. Alors, on va faire un exemple, donc 27 et 15, A c'est 27, B c'est 15, donc on fait la division de 27 par 15, euclidienne évidemment, on tombe sur un reste de 12, 15 c'est 12 fois 1 plus 3, et 12 divisé par 3, ça fait 4 et il reste 0. Voilà, on a fait 3 divisions euclidiennes, ça va être important, ça va être le n, et maintenant on a Rn, d'accord, donc R0 c'était 27, R1 15, R2 12 et R3 3. Donc, ça nous fait que 3 c'est le PGCD de 27 et 15. Et maintenant, on a l'identité de Bezout, 3, ça fait, on fait la remontada, 3 c'est 15 moins 12 fois 1, mais 12 c'est 27 moins 15 fois 1, et donc là on va avoir moins 27 plus 2 fois 15, et on a notre identité de Bezout, et on a notre n qui vaut 3. Voilà, toutes ces informations dont on a besoin. Alors on va voir, on va essayer maintenant, justement, ce que je disais, de prendre du recul là-dessus. On peut le voir comme ceci, on regarde les couples de n étoiles, avec A supérieur ou égal à B, et on va s'envoyer dans les suites finies de n étoiles. Parce que ce qui va être important, c'est cette suite de quotients Q1, Q2 jusqu'à Qn. Voilà. D'accord ? Donc ici, par exemple, 27, 12, ça va correspondre à 1, 1, 4. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que 1, 1, 4 permet de restituer 27, 12 ? Vous voyez, le fait de mettre les choses sous cette forme permet de poser des bonnes questions. Eh bien, 1, 1, 4, non, parce que si vous prenez, divisons tout ça par 3, par exemple, puisque 3 c'est le PGCD, on va diviser par 3, ça va nous faire 9, 4. 9, 4 donne aussi 1, 1, 4, vérifiez-le. Donc, c'est pas injectif. En revanche, ce qu'on va voir, c'est que Q1 jusqu'à Qn nous permet d'avoir A sur B. Donc, il nous faut une donnée en plus pour pouvoir retrouver A et B, et cette donnée, ça va être la donnée du PGCD. Donc regardez, on a cette application qui a AB donne le PGCD, qui a exactement Rn, et qui va dans n étoiles. Voilà. Alors en gros, qu'est-ce que l'algorithme d'Euclide nous donne? C'est une application, d'accord, de cet ensemble-là, vers des suites finies de n étoiles, d'accord, qui à AB donne une suite finie de n étoiles, et une autre application qui envoie concrètement, disons, sur Rn. Alors, réciproquement, on va voir qu'avec la donnée de la suite et la donnée de Rn, parce que cette suite seule ne nous permet pas de retrouver A et B, comme on vient de le voir, eh bien, la donnée conjointe de cette suite et de Rn permet de retrouver A et B. Maintenant, on a aussi n. Qu'est-ce qu'on en fait de n? Eh bien, n, il a son importance, parce qu'il va nous calculer le nombre de calculs qu'il faut faire pour obtenir le PGCD par l'algorithme d'Euclide. Voilà, tout l'algorithme d'Euclide est là. Un PGCD, une relation de Bezout, un nombre n qui nous donne la complexité du calcul. Et maintenant, on va rapidement voir comment on peut obtenir
un retour. C'est-à-dire comment, à partir de ça et ça, on peut concrètement obtenir A et B. Ça va être justement là que les polynômes continuants vont intervenir. Alors, calculons A sur B avec les notations de l'algorithme d'Euclide. Ça fait R0 sur R1, puisque là c'est R0, B c'est R1. Mais R0, c'est Q1 R1 plus R2, d'après la relation de récurrence. Bon, R1 je le laisse, ça fait Q1 plus R2 sur R1. Alors maintenant, attention, parce que R2 est strictement plus petit que R1, donc on va écrire R2 sur R1 égale 1 sur R1 sur R2, pour pouvoir faire exactement la même chose. C'est-à-dire exprimer la relation de récurrence R1 égale Q2 R2 plus R3. Et là sur R2. Ce qui va nous faire Q1, toujours, hein, plus 1 sur Q2 plus R3 sur R2. Etc. etc. Donc maintenant vous avez compris, vous allez avoir Q1 plus 1 sur Q2 plus 1 sur Q3, etc. Et quand ça s'arrête, eh bien, il n'y aura pas de reste. Et comme le reste sera nul, on va tomber sur Qn. Donc on va avoir ici Q1 plus 1 sur Q2 plus 1 sur Q3 plus etc. etc. Ce que l'on appelle vulgairement une fraction continue qui, je dis vulgairement parce que c'est pas très joli, parce que normalement elle n'est pas du tout continue au sens de la continuité, mais elle se continue, hein, d'accord, surtout si là on est parti d'un rationnel, donc ça s'arrête, mais si on était parti d'un réel, ça ne s'arrêterait pas. Donc c'est ce qu'on appelle des fractions plutôt continuantes. Mais bon, on ne va pas revenir sur les conventions. Donc voilà ce qu'on obtient, hein, une fraction continue, hein, on va rester sur cette terminologie. Et en fait, Q1, Qn, on se demandait si on avait un inverse hein, à nos applications. Eh bien, on n'en a pas, mais par contre, on peut retrouver A sur B à partir de Q1, Qn, puisque ça, c'est égal à ça. Donc on n'a pas A et B, mais on a A sur B. Bien. Donc, on va s'intéresser maintenant au calcul effectif hein, de ce qu'on peut récupérer à partir des QI. Et c'est là qu'on va tomber sur les polynômes continuants. Regardez, supposons que n égale 1. Donc là, on a Q1. Bon, si n égale 0, on aurait juste le polynôme 1. Voilà, par convention, on va dire. Si n égale 1, on a Q1. Si n égale 2, bah, on a Q1 plus 1 sur Q2. Donc ça veut dire que le numérateur, c'est Q1, Q2 plus 1, et le dénominateur, c'est Q2. Voilà. Pour n égale 3, eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on va avoir ça, c'est-à-dire Q1 plus 1 sur Q2 plus 1 sur Q3, mais Q2 plus 1 sur Q3, on l'a déjà calculé ici, mais avec un décalage d'indice, là, cette fois-ci. Donc ici, on sait que ça va être, donc cette partie-là, ça va être Q2, Q3 plus 1 sur Q3. Donc quand on va inverser, ici, eh bien, on va avoir Q3 sur Q2, Q3 plus Q1, et auquel on ajoute Q1. Donc maintenant, on continue, ça fait Q1 facteur de Q2, Q3 plus 1, le tout plus Q3 sur Q2, Q3 plus 1. Voilà. Bon, on le fait pour n égale 4, et là, bah, pareil, maintenant on commence à avoir l'habitude, on prend Q1, d'accord, plus bah, celui-ci que l'on inverse et où on décale les indices, d'accord, et ce qui nous fait, maintenant, on va avoir un numérateur qui est égal à Q1 fois le dénominateur ici, plus ce numérateur et le dénominateur qui est là. Voilà, après ces petits exemples, on va pouvoir conclure quelque chose de sympathique. Alors, avec ces petits calculs qu'on a fait, on est convaincu que, prenons un polynôme K0, à 0 indéterminé en fait, qui est égal à 1. Donc en fait, c'est une constante. Puis K1 à une indéterminée qui est égale à x1. Puis, par récurrence, Kn à n indéterminé, qui par récurrence est égal à x1 fois Kn-1 de ces n-1 indéterminés décalés, plus Kn-2 de ces n-2 indéterminés décalés, et cette fois-ci 2 fois. Alors, c'est exactement ce qu'on fait, d'accord? On le voit
par exemple pour n égale 4, où ici, à chaque fois, on va multiplier Q1, donc ici x1, fois le polynôme d'avant, Qn-1, mais décalé de là, auquel on ajoute le polynôme encore avant, mais décalé, puisque ce numérateur était un dénominateur tout à l'heure, mais cette fois-ci décalé de 2, et ça va constituer notre nouveau numérateur. Et lui va être tout simplement ce polynôme à n-1 indéterminé décalé de 1 va être le dénominateur. Donc ce qui va faire qu'en général, a sur b qui est égal à la fraction continue, alors on note comme ça les fractions continues, Q1 jusqu'à Qn, ça évite d'écrire des dénominateurs Q1 plus 1 sur Q2, donc ça nous permet de gagner de la place. Eh bien ça va être égal à Kn de Q1 jusqu'à Qn sur Kn-1 de Q2 jusqu'à Qn. Alors dans un premier temps, bon alors ça vous le démontrez par récurrence, voilà. Et dans un premier temps, vous voyez que à partir des QI, on peut maintenant, grâce aux polynômes continuants, qui ont été définis ici par récurrence, on peut obtenir, non pas A et B, évidemment, ça on a vu que c'était pas possible, mais A sur B. Bon, alors maintenant, est-ce qu'on peut obtenir A et B? Alors oui, à l'aide du PGCD, c'est-à-dire Rn, R indice n. Pourquoi? Parce que ces deux nombres-là qu'on obtient, cette fraction-là, elle est sous sa forme irréductible. Parce que ces deux éléments-là sont premiers entre eux. Et s'ils sont premiers entre eux, il n'y a qu'une seule façon, d'accord, une fraction, vous n'avez qu'une seule façon, une fraction avec des éléments positifs, vous n'avez qu'une seule façon d'en obtenir une forme irréductible, une représentation irréductible. Alors, pourquoi ils sont premiers entre eux? J'affirme que ça et ça sont premiers entre eux, parce que si D divise le numérateur et le dénominateur, donc ça et ça, bien regardez, ils divisent ça et ils divisent ça, d'accord, pour les QI. Donc ils divisent ça moins ça, donc ils divisent ça. Donc maintenant, on sait qu'ils divisent ça et qu'ils divisent ça, donc par récurrence, il va diviser K de n-3 de Q4 jusqu'à Qn, etc., etc. Et à la fin, D va diviser de proche en proche K0 qui est égal à 1. Alors oui, j'ai oublié de préciser, on pourrait se demander pourquoi cette convention K0 est égale à 1, mais là on se rend compte que ici c'est important de prendre cette convention. Ce 1 là est important, on le voit ici dès le départ. Alors maintenant, on sait que A sur B est égal à Kn sur Kn-1. Alors je simplifie, ça je l'appelle Kn, et ça je l'appelle Kn-1. Donc, par le lemme de Gauss, comme Kn-1 divise lui et premier avec lui, Kn-1 divise B, donc on peut écrire Kn-1 fois un certain dB est égal à B, et de la même manière, on a Kn fois un certain dA qui est égal à A. Mais comme Kn sur Kn-1 est égal à A sur B, ça veut dire que dA est égal à dB. Donc c'est égal à D. Donc ici, on peut enlever A et B, on a un certain D, ce qui veut dire que D est un diviseur commun à A et B, mais il est maximal, puisque ici, on a deux éléments qui sont premiers entre eux. Donc D, c'est rien d'autre que Rn. Ce qu'on appelait Rn, le PGCD qui est obtenu par l'algorithme de Kleene. Donc Kn Rn est égal à A, et Kn-1 Rn est égal à B. Alors maintenant, il reste à trouver la relation de Bezout. On sait que c'est une espèce de remontada de Rn égale Rn-2 plus Rn-1 Qn-1, d'accord? Et puis ensuite, on va tirer de là Rn-1 en fonction de Rn-2 et Rn-3, etc., etc. Donc on voit une récurrence s'amorcer, mais on ne voit pas encore les éléments, les coefficients de la récurrence s'amorcer. Eh bien, il se trouve, voici la formule générale, quand on va remonter pour tout k, Rn égale moins 1 puissance petit k de Rn-k, donc le polynôme continuant k-2 évalué en Qn-k plus 2
jusqu'à Qn-1, moins Rn moins K plus 1, le polynôme continuant à l'indice K-1, évalué en Qn-K plus 1 jusqu'à Qn-1. Donc vous pouvez faire la récurrence, hein. Bon, c'est pas difficile, on peut s'en convaincre presque à vue, que Rn-K plus 1, en utilisant donc, cette relation de récurrence-là, d'accord, donc que je vais substituer ici, je vais prendre Rn-K plus 1, je vais le mettre ici, d'accord, et je vais écrire que c'est Rn-K moins 1 moins Rn-K Qn-K par définition. On va avoir un moins qui va venir se multiplier ici et faire K plus 1 ici, et ensuite on utilise la récurrence sur K pour voir que, au signe près, hein, le coefficient en Rn maintenant moins K, une fois qu'on est remonté, ça va être exactement ça. On va le lire ici, et donc ça va être ça, ce qui va nous donner notre récurrence. Bon. Donc là, je vous laisse vous convaincre, c'est vraiment un calcul qui est tout droit, mais bon, et puis je vous dis ce qu'il faut utiliser comme relation. Maintenant, à partir de ce calcul, maintenant ça va se remonter tout seul, il suffit de poser K égale N pour avoir R0, donc A, là, moins 1 puissance K, on a A, et ici, un coefficient, qu'est-ce que ça va être? Si je pose K égale N, je vais avoir grand K indice N-2, de Q2 jusqu'à Qn-1, moins, et là, comme K égale N, on va avoir B, et on va avoir K indice N-1, de Q1 jusqu'à Qn-1. Et voilà ma relation de Bezout. Et on sait que dans la relation de Bezout, les coefficients U et V sont premiers entre eux. Effectivement, on avait vu qu'ils étaient premiers entre eux, hein, ceux-là. Voilà. Donc, voilà, hein, une conclusion. Hein. On a notre relation de Bezout, ici. On a nos quotients A sur Rn, ici, qui nous permettent, à partir des QI et de Rn, de retrouver A et B. Et donc, voilà, on a tout. Tout, non, on n'a pas encore estimé petit n. Est-ce qu'on peut faire des estimations de petit n? Ça va être un autre calcul qu'on va faire dans une deuxième vidéo. Mais tout ça, hein, vous pouvez le trouver dans le carnet de voyage en algébrie, le 4.2.19, hein, avec tout ce qui est autour, les remarques qu'il y a après, les notations et les conventions qu'il y a avant, etc. Donc je vous conseille de regarder ça, où bon, ces calculs sont faits, etc. Hein, voilà. Et c'est pas fini avec l'algorithme d'Euclide, parce qu'on n'est pas encore au bout de nos surprises. Alors on va continuer sur la deuxième vidéo sur ces polynômes continuants liés à l'algorithme d'Euclide. Allons-y. Là maintenant, on va essayer de s'intéresser au nombre d'opérations que l'on a faites, le nombre de divisions euclidiennes qu'on a fait pour l'algorithme, et surtout, on va rencontrer les nombres de Fibonacci. Alors, allons-y, peut-être un petit rappel. Alors, on a introduit les polynômes continuants. K0, c'est un polynôme à 0 variable, voilà, donc constant, égal à 1. K1 de x1, K1 c'est un polynôme à une variable, donc il vaut juste x1. Kn, par récurrence, c'est un polynôme à n variables qui vaut x1 fois kn-1 de ces n-1 variables et kn plus kn-2 de ces n-2 variables, ici en allant de 3 à n et là en allant de 2 à n. Et ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que quand on regarde la fraction continue Q1 plus 1 sur Q2 plus 1 sur, donc, voilà, hein, ça c'est ça, hein, Q2 plus 1 sur Q3 jusqu'à 1 sur Qn, qui va donner des approximations intéressantes. La première approximation, c'est Q1. La deuxième approximation, c'est Q1 plus 1 sur Q2. La troisième approximation, etc., etc., qui donne une approximation intéressante de ce nombre, hein, d'accord, du nombre total. Eh bien, cette fraction continue est égale au quotient de Kn de Q1 jusqu'à Qn sur Kn-1 de Q2 jusqu'à Qn. Voilà, ça c'est intéressant. D'autant plus que Kn et Kn-1 sont premiers entre eux si on prend les QI, effectivement, entiers naturels, strictement positifs. Alors on va noter au passage que les Kn comme fonction polynôme vont être strictement croissants en chaque variable, mais sur n étoiles. D'accord ? Chaque variable
sur n étoiles puissance n. Hein, on a quelque chose de strictement croissant. Bon, c'est simple, hein, là on voit que c'est... Bon, là il n'y a pas de variable, donc on n'en parle pas. Là il y a une variable, effectivement c'est strictement croissant. Et là par récurrence, on fait la dérivée en une variable, ça fait la somme des dérivées. Alors il faut faire le cas à part si c'est x1, mais bon, là il n'y a pas de problème. Et par récurrence, on obtient quelque chose de strictement positif. Hein. Donc là, ça pose aucun souci là-dessus. Les Kn sont strictement croissants, à condition qu'on soit sur n étoile puissance n. Alors maintenant, je vous rappelle donc que l'algorithme d'Euclide, c'est deux nombres AB, A plus grand que B. On associe une suite de quotients et à la fin, un Rn qui va être le PGCD de A et B. Et la dernière égalité, c'est quand le reste, Rn plus 1, qui devrait s'appeler Rn plus 1, est égal à 0. Donc on a Rn moins 1 est égal à Qn fois Rn. Mais regardez, étant donné que Rn, c'était le reste d'une division par Rn-1, d'accord, c'était entre autres le reste de la division de Rn-2 par Rn-1, Rn est strictement plus petit que Rn-1, ce qui fait que Qn ne peut pas être égal à 1. Tous les autres peuvent être égaux à 1, mais Qn non. Qn est obligé d'être au moins égal à 2, d'accord, et les autres plus grands que 1, voilà. Donc ça déjà c'est intéressant, on a des polynômes strictement croissants sur des variables qui au minimum valent 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Voilà. Alors, je vous rappelle donc que grâce au polynôme continuant, on a eu non seulement A sur B, d'accord? Donc ça, c'est égal à A sur B. Tout ça, c'est égal. On a eu ici une relation de Bezout hein, du PGCD Rn de A et B, d'accord? Voilà les coefficients. Et on a aussi le quotient de A sur Rn et de B sur Rn, ici et ici. Ça, on l'a obtenu dans la vidéo 1. Et bien maintenant, regardez ce qu'on obtient avec la stricte croissance. Eh bien, on va avoir que A est plus grand que, forcément, Rn, il est plus grand que 1. Donc déjà, je peux éliminer ça. Et là, vu ce qu'on a vu ici, AN va être supérieur ou égal à Kn de 1, 1, 1, 1, 1 jusqu'à 2. Et B va être supérieur à, Rn est plus grand que 1, à Kn-1 de Q2 jusqu'à Qn, donc ici, que Kn-1 de 1, 1, 1, 1, 1 jusqu'à 2, mais cette fois-ci c'est n-1 variable au lieu de n variables là. Et là, les nombres de Fibonacci sont pas longs. Alors on regarde ça vite fait. Effectivement, si je dois poser Gn égale Kn de 1, 1, 1 jusqu'à 2, qui minore A, donc on va avoir ici, Gn, d'après la relation de récurrence, est égal à 1 fois lui, mais qui est Gn-1, plus Gn-2. Voilà, donc on voit une relation de récurrence de type Fibonacci. Et avec G0, toujours 1, évidemment. Et G1, c'est K1 de 2, hein, évidemment. Ça, le dernier, c'est 2, c'est ça qui est important. Donc là, 2. Donc on reconnaît une récurrence de Fibonacci, mais pas avec les deux premiers termes, mais par contre avec deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci, c'est-à-dire le terme, on va dire, F2 et F3. Donc ici, vous voyez bien que ça fait que Gn égale à Fn plus 2, il y a ce décalage de 2 dans la suite de Fibonacci. Ce qui va faire que A est supérieur ou égal à Fn plus 2, et B, de la même manière, est supérieur ou égal à Fn plus 1. Donc, on fait des petits rappels sur la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci, c'est facile de voir, c'est 1 sur racine de 5, facteur de phi puissance n, moins 1 puissance n, 1 sur phi puissance n, donc où phi c'est le nombre d'or, 1 plus racine de 5 sur 2, et c'est une suite qui tend vers l'infini en croissant. Comme elle est croissante et qu'elle tend vers l'infini, pour tout z entier, on va avoir un fnz ici, qui va être le plus grand n, tel que fn est plus petit ou égal à z. D'accord? Donc on va avoir, par maximalité, que z est strictement plus petit, du coup, que fnz plus 1. Alors ça va être important, parce que dans un premier temps, ça va nous donner un lien entre petit n et grand NA, grand NB, et un lien entre grand NA, grand NB, A et B.
bon, disons grand NA et A et grand NB et B. Voilà. Alors, regardons ça de plus près. On a Fn plus 2 qui est inférieur ou égal à A, c'est ce qu'on a montré là. Et donc, ça veut dire que n plus 2 est forcément inférieur à NA, par maximalité de NA, qui est tel que f de NA est plus petit ou égal à Z. Et de la même manière, n plus 1 est inférieur ou égal à NB. Voilà. Donc déjà, on a notre première relation. Mais maintenant, NA, on ne l'a pas forcément. Il nous faut A. Il nous faut quelque chose. Ce qu'on veut, c'est un lien entre petit n et A, ou petit n et B. Alors, pour ça, on va reprendre la formule de la suite de Fibonacci, qui est bien connue, et on va écrire la chose suivante. 1 sur racine de 5 phi de nz est inférieur, forcément, quand je vais remplacer petit n ici par grand N indice z, ça va être inférieur ou égal à f indice nz, et là je passe lui de l'autre côté, et quitte à majorer, je peux supposer ici que j'ai un plus, et je mets 1 sur racine de 5 phi puissance nz. Mais phi puissance nz, c'est plus grand que 1, donc ici c'est plus petit ou égal à f nz plus 1 sur racine de 5, je multiplie par racine de 5 des deux côtés, et donc f nz, bien sûr par définition, c'est plus petit ou égal à z, et donc je multiplie par racine de 5 des deux côtés pour obtenir racine de 5z plus 1, et ici, j'ai phi puissance, donc je prends le log de ça, divisé par le log de phi, pour récupérer nz. Et j'ai nz égale log de ça sur log de phi, que j'appelle le log de base phi. Et donc, j'ai ce qu'on appelle le log finaire, qu'on appelle aussi le log d'or, d'accord, à cause du nombre d'or. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir faire une conclusion, parce qu'on a un lien entre NA et A, NB et B, NA et petit n, NB et petit n. Donc, allons-y, on a montré que n était inférieur ou égal à NA moins 2. Et avec cette inégalité ici qu'on a obtenue, NA, on a un majorant, ça va faire que petit n est inférieur ou égal à log de phi de 1 plus A racine de 5, là, moins 2. Comme n est entier, bon, on en prend la partie entière. On fait pareil pour B. Et donc, on a log de base phi de 1 plus b racine de 5 moins 1. Alors, log de base phi, c'est juste le logarithme de x sur le logarithme de phi. C'est juste un petit peu exotique. Alors, est-ce que ces bornes sont atteintes? Oui, la pire des situations, au niveau de la complexité du calcul par rapport à la taille de A et B, c'est lorsque A est égal à Fn plus 2 et B est égal à Fn plus 1. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Quand on va faire l'algorithme d'Euclide, ça va faire Fn plus 2, Fn plus 1, puis là on va avoir, quand on va diviser ça par ça, on va avoir comme quotient 1 et comme reste Fn, parce que Fn est égal à Fn plus 2 moins Fn plus 1, etc. Et on va aller comme ça jusqu'à 2, et là on arrive à 1 qui est égal à F2. Le premier 1 sur lequel on tombe, c'est F2. Donc ce qui veut dire que là, comme ceci, le n sur lequel on est tombé, on part de 0 ici, 1 ici, forcément, comme la somme ça fait toujours n plus 2, là ici on a 2, on aura n. Donc on aura fait n division euclidienne. Donc ici, on a n. Avec A égale Fn plus 2 et B égale Fn plus 1. Donc je vais remplacer A par Fn plus 2 et je vais voir qu'on a ici égalité. Alors 1 plus Fn plus 2 racine de 5, bon, c'est égal d'après ce qui précède à phi n plus 2 moins 1 puissance n sur phi puissance n plus 2, après je rajoute 1. Si je prends le log de base phi de ça, je mets ici phi n plus 2 en facteur. Bon, je vais avoir quelque chose, ici, je vais avoir n plus 2, plus quelque chose qui va être forcément
on va assez facilement avec l'inégalité log de 1 plus x quand x est positif. Hein, quand on aura mis phi n plus 2 en facteur, hein, on aura divisé ici par phi puissance n plus 2, donc ici on aura un x positif, donc ça c'est positif mais plus petit que x, qui va être plus petit que 1, et on se persuade qu'on aura n inférieur ou égal à log de base phi de 1 plus fn plus 2 racine de 5 moins 2 est strictement plus petit que n plus 1. Voilà. Alors là, c'est terminé. On va prendre la partie entière et on voit que n est à terme. Et c'est pareil pour fn plus 1, évidemment. Si je remplace n plus 1 ici et que j'enlève 1, bah forcément, hein, les mêmes effets ont les mêmes causes. On va avoir n ici. Donc, c'est atteint. Ce qui permet de caractériser la suite de Fibonacci à un facteur près, parce que ça aurait pu être atteint si je multiplie ici par le même alpha, hein, d'accord, ça on l'a vu déjà dans la première vidéo, hein, que ça va rien changer. Mais par contre, ça change que les nombres ici sont plus grands. Donc on a une vraie caractérisation de la suite de Fibonacci, c'est la suite qui, par rapport à la taille de A et B, maximalise le nombre d'opérations à faire pour l'algorithme de Kleene. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura appris des choses. Et si vous l'oubliez, au moins gardez en tête que il y a une base phi dans les logarithmes qu'on appelle la base finaire ou la base d'or et qui nous aide à calculer la complexité ou donner une borne de la complexité de l'algorithme de Kleene. Voilà, et c'est terminé.